Jean-Pierre Lucas, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes avec vous au Spotlight Nigeria, où vous parlez de votre activité dans ce pays. Vous êtes le fondateur de Marlinvest. Vous, le secteur qui vous intéresse, c'est le secteur agricole au Nigeria. Parlons d'abord du Nigeria. Quel regard vous portez, vous, sur ce pays aujourd'hui? Alors, c'est un pays que je trouve tout à fait attachant et qui est absolument incontournable en Afrique de l'Ouest. On est obligé de rappeler qu'il représente 70% du PNB de l'ECOWAS, 70% de la population de l'ECOWAS, que la seule ville de Lagos, qui fait 20 millions d'habitants, qui est une ville aussi importante que le Caire, a un produit brut qui équivaut à celui du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun réunis. Donc évidemment, c'est un pays dont on ne peut pas se passer. D'autre part, c'est un pays qui, de par sa puissance et sa force, peut avoir des industries qui seront exportatrices à l'intérieur de l'ECOWAS, alors que d'autres pays ne peuvent pas évidemment avoir la masse suffisante pour faire cela. Alors, on avait en tête, quand on parlait du Nigeria il y a quelques années, forcément le Nigeria et le pétrole, le pétrole et gaz, c'était l'image qu'on avait. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Serge Blanchard, il disait finalement il n'y a plus que 10%, donc il y a tout le reste aujourd'hui qui est à regarder. Alors le reste, c'est vaste puisque c'est 90% seulement. D'abord, il y a beaucoup d'économies informelles. Il y a de plus en plus de start-up dans le domaine de l'Internet qui sont de très grande qualité. Et puis moi surtout ce qui m'intéresse c'est l'activité agricole parce que en fait plutôt que d'apporter des poulets du Brésil ou des produits vivriers d'ici et d'ailleurs, ils peuvent être fabriqués sur place. Je pense en particulier justement à la filière volaille, mais c'est aussi vrai pour la filière bovine et aussi un sous-produit comme le lait. Pensez que chaque année, ils importent en fait 1,3 milliard de dollars de produits laitiers. Or, ils ont 20 millions de têtes de bétail, comme nous, la France. Alors la France est exportatrice et eux sont lourdement importateurs. Donc il faut absolument s'efforcer de développer cette filière, tant au niveau du lait qu'au niveau de la viande. Donc là, on peut dire que c'est un enjeu effectivement pour le pays, pour finalement, compte tenu de la démographie justement de ce pays, être en capacité à la fois d'alimenter bien entendu le pays, mais aussi d'être un exportateur à l'avenir. Alors, je pense qu'il faut dans un premier temps, déjà, feed the nation, comme ils disent, ça suffit amplement, et que ne pas importer, c'est aussi une façon de sauver des devises. D'autre part, il faut voir que sur le plan démographique, ils ont une pyramide des âges qui nous ferait envie, puisque les 200 millions d'habitants, que je citais tout à l'heure, il y a 100 millions qui ont moins de 20 ans. C'est-à-dire chaque classe d'âge est d'environ 5 millions d'habitants. Donc il n'y a pas besoin de faire une étude de marché très poussée pour savoir que finalement le marché est là. D'autre part, évidemment, cette démographie un petit peu galopante, 5 à 6% en fait chaque année, mange la progression quand elle est 3 ou 4%. Ça veut dire que théoriquement, il y a une dévalorisation de produits bruts par tête d'habitant. Mais justement, c'est ceci qu'il faut arrêter. On est conscient maintenant au Nigeria de l'influence de la démographie et je pense que sur ce plan-là, on est doucement en train de faire des efforts. Pour l'investisseur, ce n'est pas toujours évident puisqu'il y a eu des dévaluations, on sait bien, ça existe aussi dans d'autres pays, mais ce n'est pas facile quand vous faites face à une dévaluation. Comment on gère ça? Alors d'abord, la dévaluation, il faut reconnaître dans un premier temps que c'est une chance, puisque ça vaut beaucoup mieux que toutes les barrières douanières que vous pouvez imaginer, qui sont finalement des incitations à frauder. Quand vous avez finalement une dévaluation, vous êtes obligé d'aligner vos NERA. Il faut voir aussi que cette dévaluation vous met à l'abri des importations sauvages, des contrebandes. Je prends l'exemple par exemple de la volaille, du poulet. Chaque Béninois, d'après les statistiques, mange 10 kilos de poulet par jour. Parce qu'il y a des statistiques d'entrée, il n'y a pas de statistiques de sortie. Il est bien évident que les 10 kilos mangés par les Béninois, ils sont mangés de l'autre côté de la frontière. Alors ça s'est taré significativement depuis la dévaluation et tout le monde se met évidemment à s'intéresser à la volaille. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans l'agriculture, vous pouvez faire des progrès considérables. Donc l'investisseur, il doit être assuré, puisque à l'heure actuelle, on a des vaches qui font 2 litres de lait et normalement, on ambitionne simplement de faire 20 litres de lait par vache, alors qu'en fait, le standard français est de 35 litres à peu près. Mais passer de 2 à 20, c'est de multiplier par 10. C'est la même chose pour le maïs. On fait 500 à 800 kilos par hectare. On doit passer à 3 ou 4, alors qu'évidemment en France, on vous arrivez à 7 ou 8. Mais vous voyez, à chaque fois, il y a des gains de productivité qui mettent l'investisseur dans une situation très confortable.
Ça passe par à la fois le côté scientifique, les semences, ça passe par la formation aussi, puisqu'on sait, les agriculteurs, il faut effectivement être en capacité de gérer ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement? C'est-à-dire que le cheptel va évoluer localement? Alors, le cheptel, si vous voulez, à l'heure actuelle, les 20 millions de bêtes, c'est des grands porte-manteaux sur lesquels on devrait accrocher de la viande et fabriquer du lait. Nous, si on importe des animaux vivants, ils ne supportent pas le climat. Donc il s'agit finalement d'additionner et la solidité des animaux locaux et la fertilité et la productivité des animaux importés. D'où l'intérêt de l'insémination artificielle qu'on entend finalement développer sur l'ensemble du pays. Alors évidemment, ça suppose aussi toute une filière derrière, parce qu'il ne s'agit pas de faire un petit veau, il s'agit de le nourrir, de le soigner, de l'abattre ensuite correctement, et aussi au niveau du lait, de faire des collectes de lait intelligentes et qui soient susceptibles d'apporter de la valeur ajoutée. Justement, vous parlez de la nourriture. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut revoir aussi ce côté-là, le côté production de céréales, par exemple? Si vous voulez, en règle générale, on peut trouver à peu près 95 à 98% de valeur de produits locaux. Le maïs, le sorgho, même les tourteaux de coton fournissent une nourriture de base tout à fait sympathique et agréable. Il faut simplement y ajouter des prémix. Et là, en France, justement, on a une technologie qui nous permet de mettre au point très précisément les prémix nécessaires en fonction de l'analyse des matières premières que nous fournissons. Et il faut faire ces analyses d'ailleurs régulièrement parce que les teneurs ne sont pas toujours les mêmes, peuvent varier d'une saison à l'autre, etc. Mais là, si vous voulez, il y a beaucoup à faire. Évidemment, l'avantage des semences hybrides, ça nous permet aussi d'améliorer considérablement les rendements. De votre point de vue, si la France ou des Français ne participent pas à ce mouvement maintenant, dans quelques années, il sera trop tard, d'autres acteurs viendront? Si vous voulez, je crois qu'il y a une porte qui s'ouvre en ce moment, une relative tranquillité sur ce plan-là pendant 3 ou 4 ans, et je pense que là, effectivement, c'est une chance qu'on a aujourd'hui et qu'on n'aura pas demain. Merci beaucoup, Jean-Pierre Lucas. Je vous en prie. Merci. Ça va ?